Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène sur le genre de chemin que j'apprécie de plus en plus emprunter, de ceux qui me mènent vers des noms que je connais sans connaître. Christophe Moret par exemple, Reims aujourd'hui au domaine des crayères. Avec ce podcast, vous savez, souvent les chefs mentionnent des camarades qu'ils ont croisés, celles et ceux qui les ont influencés, formés, et il y a comme ça des noms qui se sont imprimés, entendus, répétés, et que je veux désormais aller rencontrer. J'ai donc souvent entendu prononcer celui du chef Christophe Moret. Et pour cause, l'homme a, comme qui dirait, un petit background. Vous allez voir, le parcours du chef est impressionnant. Les responsabilités, les challenges qu'il a relevés, conséquents. Mais son histoire, son parcours, reste assez confidentiel. Alors voilà, moi désormais je saute dans le train, car je veux savoir qui sont ces chefs qui, plutôt en discrétion, ont poussé aussi leur discipline, nourri un feu ou fait briller des étoiles pour d'autres. Et Christophe Moret fait partie de ces grands cuisiniers. J'aime beaucoup ce genre de rencontre, car au-delà de l'amabilité et du plaisir qu'on prend à échanger avec ce chef, son parcours raconte une page de la gastronomie. Car sur sa route, vous allez entendre résonner d'autres noms. Et c'est ce que je vous disais ainsi en introduction, petit à petit, un puzzle ici se recompose. On relie les points de notre constellation, et par la voix de Christophe Moret, vous allez voir un peu de Jacques Maximin, de Bruno Cirino et bien sûr, surtout, d'Alain Ducasse. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef, et je suis ravi de vous faire découvrir un chef entier. Je l'ai rejoint à Reims, où il livre désormais donc sa partition au cœur du sublime domaine des crayères, une cuisine qui lui ressemble, qui ne cherche pas à prendre ici ou là un autre aspect, une cuisine droite, centrée, comme lui, capable d'un dévouement total quand il s'engage, comme d'un volte-face instantané si une parole n'a pas été respectée. Ou à fond, ou absent. Je pense qu'il ne connaît pas le mot « semblant ». L'entretien a été réalisé à 3 jours de la cérémonie du Michelin, je le précise car c'est ainsi que va débuter notre conversation, avant évidemment que l'on ne remonte le fil et que vous ne découvriez l'histoire de Christophe Moret. Merci de m'accueillir ici. Je vais commencer par une question toute simple. À l'heure où on se parle, 9h34, on est le 28 mars. Comment ça va ? Très bien, très bien. Vous êtes dans quel mood en ce moment ? C'est une période un peu particulière pour les chefs. Alors on est tendu parce que voilà, on attend lundi, mais c'est aussi, comme je dis souvent, c'est un peu le sel de notre vie. En fait, la gastronomie, c'est un peu ça. On a accepté les règles du jeu, c'est comme un match. Voilà, on a fait l'entraînement, maintenant on fait le match, et puis on va voir le résultat. On espère qu'il soit positif pour nous, bien sûr, parce que c'est aussi un moyen d'emmener son équipe plus loin. C'est un moyen de fédérer nos équipes. Et quand je parle de mes équipes, je parle de l'équipe entière. Hein. Ça part du bagagiste à tout le monde, d'avoir la fierté du maillot, comme je dis souvent. Et puis c'est aussi notre Graal, quoi. Vous portez justement quel regard ? On va revenir sur votre parcours, on va remonter le fil forcément, mais puisqu'on se parle de cette actualité, ça oblige aussi à considérer ce qu'on fait au quotidien. C'est une forme de baromètre parfois aussi, puisqu'on se parle de ces étoiles-là. Vous la considérez comment, votre cuisine aujourd'hui ? Quel regard vous portez dessus ? Je pense que c'est une cuisine, alors c'est un mot un peu bateau, dévoyé, mais contemporaine. C'est-à-dire que moi je cherche à garder mes racines classiques de rôtisseur saucier, parce que c'est comme ça que j'ai été formé à travers Maximin, Cirino, Ducasse ou d'autres. Et en fait, pour moi, c'est une façon aussi de transmettre un certain patrimoine. Pour moi, c'est très très important que les jeunes sachent faire des jus, des sauces, des réductions, des marmites, enfin voilà. Mais ce sont des jus et des sauces qui ont évolué. Ce sont plus les jus et les sauces des années 80 où on collait avec du roux, des choses comme ça. Maintenant, on fait des jus qui sont un peu plus moins liés, moins épais, voilà. Mais c'est ce qu'on doit amener à nos cuisiniers à faire. En fait, moi, je suis un passeur. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a une forme de lien, mais c'est pas facile de trouver l'équilibre entre justement la préservation d'un patrimoine, l'envie justement de le conserver parce qu'il est important et c'est une grande richesse, et aussi l'idée de rester dans son temps. En fait, notre ADN de cuisinier français doit nous servir et pas nous desservir. C'est-à-dire qu'on ne doit pas penser qu'on est les meilleurs, parce qu'on n'est pas les meilleurs. Il y a toujours des cuisiniers doués partout. On a une histoire. Cette histoire, on se doit de la passer, mais on doit aussi la faire évoluer. Si cette histoire elle reste figée,
je pense qu'à un moment, elle va s'éteindre. On l'a vu avec les constructeurs motos européens. Ils se sont un peu endormis sur leur laurier et puis très très vite ils se sont fait dépasser. Maintenant ils reviennent. Et pour moi, ce qui est important, c'est que ces cuisines françaises restent vivantes. Il faut rester alerte du coup. Mais comment on fait justement pour rester en prise avec l'air du temps? Comment vous, en tant que chef, vous trouvez l'inspiration et vous arrivez à vous connecter avec cette époque, avec le savoir que vous avez? Et vous avez parlé, on y reviendra justement sur votre parcours et sur cette expertise que vous avez construite au fil des années. Comment vous faites pour rester en prise justement avec votre temps? La curiosité est un vilain défaut qu'il faut entretenir. Et vous l'entretenez comment du coup? En voyageant, en voyageant, en lisant, en vous écoutant. Enfin, en fait, la cuisine, elle est liée à son temps. Elle doit pas être en dehors du temps, elle doit être liée à son temps. Il y a des choses que je m'interdis et puis d'autres que je m'autorise. Quel genre de choses on s'interdit quand on est tout ce qui est les produits agroalimentaires. Ah oui. Genre des adjuvants, des choses comme ça, je me l'interdis parce que c'est pas ce qu'on doit faire. Je fais pas trop de cuisine sous vide. Je fais beaucoup de cuisine en direct parce qu'en fait, je veux que les cuisiniers... la cuisine, c'est la maîtrise du feu. Donc, faut qu'ils maîtrisent le feu. Alors, on prend des risques, parce que voilà. Ouais. Mais c'est aussi comme ça que mes jeunes cuisiniers seront formés et que plus tard, ils auront cette expertise. Moi, je leur dis toujours, vous savez, vous allez acquérir un savoir-faire et ce savoir-faire, toute votre vie, vous allez pouvoir vous en nourrir. Je dis, c'est un métier manuel, il faut jamais l'oublier. Et pour ça, c'est important qu'ils apprennent à faire des cuissons en direct plus que des cuissons sous vide à 0,5 degrés. Pour moi, c'est vraiment important. Et puis, à côté de ça, la curiosité fait à travers vos voyages, quand vous allez... J'ai eu la chance d'aller quelques fois au Japon. Vous ramenez forcément des choses. J'ai une entrée ici qui est à base d'un flan japonais qui s'appelle shawanmushi, parce que le bouillon de la cuisine japonaise, c'est le bouillon de dashi. Comme nous, on a un bouillon de poule, ils ont ce grand bouillon et en fait, en mettant quelques œufs dedans, on arrive à faire un flan. Et c'est un flan merveilleux parce qu'en fait, très très fin, très 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 délicat, pas gras, vraiment très très agréable. Ça fait partie de mes influences aussi. Oui, mais ce flan, vous en parlez, c'est très marrant parce qu'on est ici dans une terre où le patrimoine a son importance. Or, ce flan, il est devenu assez emblématique pour vous. Oui. On en parle et on vous associe aussi à cette création-là, à ce plat-là. Donc, c'est quand même particulier d'être allé chercher cette influence et d'en faire aujourd'hui quelque chose qui vous caractérise d'une certaine manière. Bien sûr. D'autres choses. Oui, mais c'est vrai que ce plat, on vous y associe. Oui. En fait, c'était une des grandes leçons que j'ai appris avec Alain Ducasse, c'était d'être curieux et de garder cette curiosité. Et il nous disait toujours, les garçons, il faut rester curieux, c'est rester éveillé. Il y a forcément quelqu'un qui, quelque part, travaille plus que vous et qui va faire mieux. Je me rappelle d'une interview de LeBron James, qui est en déplacement à Paris, et qui a exigé un gymnase 4 heures par jour pour s'entraîner. Et le gars qui l'interviewe, lui dit, quand on s'appelle LeBron James, pourquoi on s'entraîne encore? Et le gars lui dit, mais parce que quelque part, au fond de l'Amérique, il y a quelqu'un qui veut me battre et qui va s'entraîner encore plus fort que moi. Ah oui. Et les Américains ont ce côté-là. C'est-à-dire qu'ils sont tenaces, pugnaces. Et je trouve que nous aussi, en cuisine, on doit garder ça. Rien n'est jamais acquis. On doit travailler. On doit garder ses bases, il faut se souvenir d'où on vient pour pouvoir avancer, c'est primordial, mais il faut être à l'écoute de ce qui se passe autour. Parce que sinon, la cuisine va se figer et là, elle est morte. Si on remonte le fil justement, et le vôtre en l'occurrence, qu'on repart à l'origine de votre histoire, les souvenirs lointains, ils vous emmènent où ? Quels sont les premiers souvenirs que vous avez si on doit remonter le fil? On parle de souvenirs culinaires? Non, pas forcément. Pas forcément. Non, les premiers souvenirs. L'environnement dans lequel vous avez grandi. J'en ai deux. J'ai la ferme de mes grands-parents du côté paternel à Saint-Menoix-sur-Loire, où on allait le week-end donner un coup de main parce que voilà, il fallait donner un coup de main à la ferme parce qu'ils étaient pas assez nombreux. Avec mon papa, donc à 12 ans, vous conduisez le tracteur, vous ramassez les patates, voilà, enfin plein de choses comme ça. En janvier, on tuait le cochon. On avait 2 cochons qu'on élevait, puis on tuait le cochon, puis on faisait tout ce qui allait autour. Donc ça, c'était très sympa. Quand t'es jeune, tu comprends pas bien, tu trouves ça un peu cruel et tout. C'est impressionnant. Mais c'est des bons souvenirs avec mes cousins, cousines, autour de la préparation de ce cochon, avec les frères de mon papa, enfin tout ça. Donc c'était super.
à cette ferme un mauvais vin qui s'appelle le Gris Meunier. Mais on était gamins, donc on allait dans le fouloir et on montait et on foulait au pied. Donc c'était pareil, des bons souvenirs. Un métier rude, mais des gens qui étaient attachés à leurs valeurs. On se parle d'une attache à la terre aussi, Oui. j'imagine, et une Oui. région, un territoire. On se parle beaucoup de nature en l'occurrence là. Val-de-Loire, hein, c'est une très très belle région. Samenois-sur-Loire, c'est donc sur les bords de la Loire. C'est un grand pays de maraîchage, d'asperges blanches. Mais c'est des métiers durs. Hein. Le maraîchage, c'est très 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 dur parce qu'il faut y passer des heures. Vous êtes soumis à toutes les conditions météo possibles. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Mais moi, j'en garde des bons souvenirs parce que j'avais un œil d'enfant. Ouais. Je le vivais pas au quotidien, c'était juste de temps en temps, voilà. Grande famille, du coup, vous parlez des cousins, tout Ouais, ça. on était à peu près une dizaine de cousins-cousines. Mon père était ils étaient 5 dans la fratrie. Donc on avait la chance de se retrouver dans cette ferme où ils sont tous nés. Enfin voilà, donc un vrai attachement, un crève-cœur quand elle a été vendue. Voilà, ça c'est encore autre chose. Le dimanche matin, avec mon papa, aller faire le bois l'hiver dans les forêts d'Orléans. Donc on faisait c'était en fait des parcelles qui étaient vendues par le ONF et on devait éclaircir les parcelles et on ramassait le bois pour nous. Enfin voilà. Donc les grillades sur la fourche, sur le tas de braise, les andouillettes, les choses comme ça. C'était super dur hein. Quand vous êtes gamin à 7 heures, faut y aller pour partir parce qu'il y avait 1 heure de route. Et on arrivait en forêt, mais c'était magique parce qu'il y avait un silence incroyable et puis des beaux souvenirs avec mon père d'échanges. Ça, vous le dites au moment où vous le vivez, vous percevez justement la richesse de ces moments-là, ou parce que ça doit être compliqué quand il faut se lever et qu'on est ado. Trop jeune. Machin, Trop jeune, ado. Avec le recul, on l'apprécie. Quand on y est, des fois, on trouvait que c'était un peu dur. Mais ça m'a forgé d'une certaine façon aussi à travailler. Qu'est-ce que vous apprenez de ces moments-là, de ce temps-là de votre vie? Ça a l'air chaleureux, aimant, mais ça plaisante pas non plus. Enfin, en tout cas... Oui, c'est ça. C'est exactement ça, mais en fait, c'est l'école de la vie. Hein. Mais sans méchanceté, vous voyez. J'avais beaucoup d'amour autour de moi, donc j'avais des parents aimants et tout. Mais ils étaient issus d'un milieu simple, ouvrier, et donc on n'avait rien sans rien. Mais je pense que c'est aussi les valeurs qui m'ont construite et qui m'ont permis aussi de m'accrocher, de travailler. Mais j'ai des bons souvenirs. Voilà, je garde que les bons souvenirs. Les mauvais souvenirs, en fait, c'était, oui, parce que t'es gamin, t'as 12 ans, on te fait lever à 7 heures du matin, bon, c'est un peu dur, que tes copains restent au lit. Bon, c'est pas grave, en fait, je voyais aussi mes parents travailler tous les jours. Je voyais mon père, chauffeur routier, qui se levait je voyais pas trop se lever à 4 heures du matin, mais je savais qu'il se levait à 4 heures du matin, qu'il rentrait, après il rattaquait autre chose. Il y avait le jardin à la maison, voilà. Des gens qui ont beaucoup travaillé. Donc, ils m'ont inculqué ça. La valeur du travail et le respect du travail. Je trouve qu'on a trop dévoyé depuis des années, quelques années, la valeur travail. Mais je trouve que la valeur travail est saine. Elle est épanouissante. Ça peut être très beau. Ouais. Voilà. Et puis du côté maternel, alors là, c'est différent. On est dans le Pas-de-Calais, on est à côté de Béthune, à Annequin exactement. Et ma grand-mère avait une sorte de coop dans les corons. Et donc je rendais la monnaie l'été, puisque mes parents travaillaient. L'été, j'étais en vacances chez eux et je participais à la vie de cette coop. Donc j'ai appris très très vite à rendre la monnaie, choses comme ça, à servir les clients. C'est un bazar, vous voyez, un bazar de village. Ouais. Et mon grand-père était chasseur. Donc on avait un petit étang pour la chasse au canard, et puis on chassait en plaine avec des pointers. C'était son chien de prédilection, donc des beaux souvenirs de chasse au pointer, magnifique à l'arrêt, c'est incroyable comme chat. Ouais, on sent que c'est des choses qui vous ont marqué, il y a des choses qui se sont imprimées là. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a à table? Comment ça mange chez vous, avec vos parents, avec votre famille élargie, quand il y a les cousins ou chez les grands-parents? Alors, on retrouve à table des plats assez simples, un peu roboratifs, parce que ce sont des paysans. Mais c'est beaucoup du lapin. Un lapin très simple, mais où j'en ai un parfait souvenir, lardons, champignons, vin blanc. Ça, c'était ma grand-mère à Saint-Benoît qui faisait ça. C'était réconfortant. Ouais, c'était remarquable ça, avec une simple purée de pommes de terre ou des pommes de terre. Et puis dans le Nord, on mange un peu plus de gibier. On fait des terrines, on fait des pâtés, du pigeon. Alors c'est un grand débat. Alors une fois, j'ai fait un pigeon à mon grand-père.
Je sortais de l'école hôtelière, peut-être un peu prétentieux. Je lui fais un pigeon. Il me dit, mais il n'est pas cuit ton pigeon. Et c'est vrai que eux, leurs pigeons, ils étaient secs, durs, archi cuits, mais c'était leur façon de le manger. Donc, on a échangé là-dessus. Et puis voilà. Mais il était très fier que je lui fasse à manger. Donc, c'était plutôt cool, plutôt sympa. Mais une autre approche, plus de gibier dans le Nord, et un peu plus de plats, on va dire, mitonnés, mijotés à Saint-Benoît. Voilà, puis il y avait l'époque du cochon aussi, hein. Donc quand il y avait le cochon, là, c'était autre chose, hein. Là, c'était toutes les petites parties où il reste un peu de viande sur le barbecue, voilà. Trop bien. Ouais, cool. C'est trop bien. À cette époque-là, on se demande souvent vers où on va aller, forcément, et parfois on nous le demande sans même qu'on le sache. Vous, quand vous étiez jeune, adolescent, vous vous projetiez comment Vous rêviez de faire quoi? Vous aviez envie de quoi? Je voulais travailler à ONF parce que en fait, j'aime beaucoup les forêts, j'aime beaucoup me promener dans les forêts. Et on m'a dit, bah non, t'as pas assez bien travaillé. Ah. Je dis bon, je faisais des extras. En fait, j'avais une petite moto à l'époque. C'était une Fantic Caballero, un peu capricieux, mais ça marchait bien. Et par contre, c'était gourmand en pièces. Donc, je faisais des extras pour me payer des pièces détachées. Ah ouais. On est sur une petite passion là. Ouais, voilà. Et de fil en aiguille, j'ai un copain qui fait le lycée hôtelier à Blois, de mon village, qui fait le lycée hôtelier à Blois, une année avant moi. Et je lui dis, mais comment ça se passe? C'est bien, tout ça. Il me dit, ouais, c'est super. Lycée tout neuf, matériel impeccable, les profs d'un bon niveau. Je cuisinais déjà à l'âge de 8-10 ans, je cuisinais déjà. Je faisais Non, mais mes parents étaient un peu inconscients. Le mercredi après, mes parents travaillaient, donc je devais me faire ma nourriture moi-même quand je rentrais de l'école. Cuisinière à gaz, pas de problème. Et le mercredi après-midi, je faisais de la pâtisserie avec ma voisine. Donc des trucs simples, hein, mais on pâtissait, voilà. Donc j'ai toujours aimé manger en fait. C'est un peu une passion pour moi, manger. Et donc je parle avec mon copain, il me parle de ce lycée hôtelier, et je dis à mes parents, j'aimerais bien le faire. Mais c'était à Blois. Ça faisait un peu d'investissement quand même pour eux, hein, parce que moi je fais un BEP, donc vous faites cuisine salle, première année. Donc 2 trousseaux achetés, le logement, le déplacement, ils roulaient pas sur l'or, donc ils font quand même des sacrifices pour que j'y aille. Et je passe mon BEP CAP à Blois, et c'est comme ça que je suis devenu cuisinier en fait. D'accord. Vous avez eu quand même... Enfin, les choses se sont dessinées assez vite. Ouais. Finalement, vous avez eu cette envie, cette petite expérience personnelle d'amateur, et vous vous êtes dit, ok, on y va. Ouais, j'aime beaucoup en fait l'équipe. Enfin moi j'ai fait que des sports co en fait, j'ai jamais fait de sport indiv. Ouais, c'est ce que j'ai dit, il y a le sens du collectif. Donc j'ai fait basket, rugby, des fois je mélangeais les deux, mais bon. Sympa pour les adversaires. mais en fait j'aime beaucoup en fait le travail d'équipe et j'aime bien l'humain en fait, j'aime bien la relation humaine. Donc la cuisine, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé cet esprit d'équipe, d'entraide, d'échange et de faire qu'un. Ça, c'est quelque chose que vous voyez dès que vous arrivez dans votre formation en lycée hôtelier. C'est quelque chose qui vous... Non, en lycée hôtelier, on le voit pas trop. Ouais. On le voit pas trop. Qu'est-ce qui vous parle à ce moment-là, vous? Qu'est-ce qui vous fait dire, ok, je me suis pas planté, je me sens bien à cet endroit? Parce qu'en fait, je réussissais pas mal. Vous voyez, j'avais quelques prédispositions à être cuisinier. J'avais pas peur de grand-chose, hein, j'étais un peu inconscient. Et puis j'essayais d'apprendre. J'essayais d'écouter. Et on avait des bons profs à l'époque, en tout cas dans ce lycée hôtelier. Et en fait, j'étais émerveillé. On avait un prof, je m'en rappelle, qui faisait du sucre tiré. Et quand vous avez... Alors j'avais quoi? Je suis sur l'école hôtelière. J'avais 15 ans. C'est de la magie. Et vous voyez le gars faire du sucre tiré. Là. En plus, il avait un nom, il s'appelait Monsieur Croissant. C'était notre prof de pâtisserie. Et le gars, il nous fait une nature morte, une truite couchée dans une assiette, tout en sucre. L'assiette, la truite, c'était brillant, et on se voit ça, on fait un jour peut-être. Ah ouais. Et donc en fait, ils nous ont donné comme ça l'envie de faire, de comprendre ce qu'on faisait. On avait à cette époque-là, même au lycée hôtelier, on avait la tinette. C'est la poubelle des déchets. On triait les déchets parce que les déchets, on les donnait à un paysan qui élevait des cochons, et après on récupérait du cochon. Enfin, plein de choses en fait
plein de petites choses qui m'ont fait me dire, ouais, ça m'intéresse, je vais continuer. Ça avait du sens. Ouais, la discipline aussi. Les hôteliers, c'était très discipline à l'époque. Hein. Vous rentriez pas si vous n'avez pas le costume, la cravate. C'était rigoureux, cadré. Et je pense que j'avais besoin d'un cadre. Ouais. Et ça, c'était bien. Comment ça va se dessiner? Ensuite, c'est quoi les premières expériences en général? Quand on poursuit, il y a ces fameux premiers stages. Parce que l'apprentissage, c'est une chose. Il y a les profs, mais il y a aussi les premières expériences dans le milieu professionnel. Ah oui, là, j'arrive dans un tout petit restaurant avec un patron qui était en cuisine du soir au matin et qui était un acharné du travail, mais avec des techniques de travail un peu pas dépassées, quoi. Mais c'était comme ça, avec le plat du jour, avec les habitués, avec tout ça. Donc en fait, c'était pas très long nos stages à nous, c'était 1 mois et demi en BEP. Donc je fais ce stage pendant 1 mois et demi, et puis je me débrouille pas mal. Donc je me retrouve un peu à la plaque, comme on disait nous. Donc et il me forme, il m'apprend et je me pique au jeu. Et en fait, ce patron, sans le savoir, m'a donné la chance, mais surtout l'envie de continuer. Mais en quoi? Parce qu'en fait, quand vous arrivez, c'est toujours pareil, vous arrivez dans une cuisine, généralement vous êtes au garde-manger, entrée froide. À cette époque-là, vous faisiez garde-manger, pâtisserie. Hein. Et c'était pas encore si segmenté. Je commence au garde-manger et puis en fait, il voit que je me débrouille pas mal, donc il m'apprend à faire 2-3 choses et puis après il me dit bon, viens avec moi au show et puis il me transmet. Et puis on prend confiance un petit peu, sans être prétentieux. Enfin voilà, on prend confiance. Et puis on fait des belles pommes fondantes. On se dit c'est beau quand même, c'est pas mal, c'est bon. Enfin voilà. Et donc au bout d'1 mois et demi, je sors, j'étais encore un peu plus confiant. Ouais. Je passe mes examens, j'ai mes diplômes, et puis là, en fait, mon papa, dans son village, il y avait quelqu'un qui avait un restaurant à Corps-la-Salette, à côté de Grenoble. Et en fait, il l'appelle, et je fais ma première saison chez eux. Et là, j'arrive à Corps-la-Salette, route Napoléon, à côté de Gap, là-bas. Hein. Ouais. Donc, très beau, ceci dit. Ouais, avec ta valise, avec ta valise comme ça, j'avais 17 ans. Et là, pareil, j'arrive au garde-manger, tac, le gars de la plaque se brûle. Enfin, non, il se coupe. Et là, le patron, il y avait personne, quoi. Je dis, si vous voulez, je peux essayer. Et puis, voilà, je fais ma première saison. J'économise 18 500 francs. C'est le prix de ma moto. Pas mal. Ouais, et c'était très dur. C'était 14-15 heures par jour. Vous étiez en repos, vous logez dans l'hôtel et le matin, on venait taper à votre porte. Bon, le gars, il est pas venu, il faut que tu viennes. Bon. Mais je savais que c'était ma mission. Voilà, j'avais une mission. Déjà, par rapport à mon papa, c'est lui qui m'avait trouvé cette place. Il fallait lui faire honneur. Comme je passe à la plaque, je monte d'un grade de commis, je passe demi-chef de partie, j'ai un meilleur salaire, il y a une bonne ambiance, on est tous dans l'entraide. C'est un restaurant, il avait 3 fourchettes. Le patron était un ancien cuisinier du paquebot France. D'accord. Donc c'était assez drôle. Ouais. Assez drôle, mais à l'époque, je savais pas tout ça. Et je remplis ma mission. J'achète ma moto, ma première grosse moto. Donc on voit le résultat de son travail. Vous voyez, c'est ça aussi. Assez rapidement. Donc il me reprend pour la saison d'après. L'hiver, je fais une petite saison à Courchevel. Ça se passe moyennement. On n'était pas d'accord. Le propriétaire nous embauche pour faire du gastronomique et derrière, il dévie sur une brasserie. Oui. Donc, quand vous êtes jeune cuisinier, c'est pas possible. Ah oui. Ouais. Dans mon esprit. Mon esprit, c'est pas possible. Parce que moi, j'ai l'impression que justement, quand on est jeune cuisinier, on dit d'accord, et on fait avec. Non. Ah ouais. Pardonnez-moi, hein, chef. Ouais. Mais je pense que tout le monde, il y aurait beaucoup de gens qui auraient baissé la tête et qui auraient dit puisqu'on va faire de la brasserie, on fait de la brasserie. Vous, non. Non, c'est pas ce que je voulais. En fait, je m'étais rendu compte assez rapidement, parce qu'après, je fais Gien, le Rivage, une étoile Michelin, et je me rends compte qu'en fait, la gastronomie, c'est quand même ce qui me plaît le plus. Ça, vous le découvrez où? Au Rivage à Gien, chez Monsieur Gaillard. Et donc, je me dis que la gastronomie, quand même, c'est soigné. On a le temps de faire bien. On a des beaux produits.
Enfin, Gaillard, il faisait 2 fois par semaine Rungis, il revenait avec un Villeneuve rempli, des caissons d'anguilles, on apprend à dépioter les anguilles, les lièvres, voilà. Enfin, et je me dis, waouh, super. Et j'apprends. En fait, moi, toute ma vie, ce que j'ai voulu et ce que j'essaye encore, c'est d'apprendre. Voilà. Et pour moi, c'est important c'est ce que je dis souvent à mes cuisiniers, je dis, en fait, tant que vous apprenez, restez. Le jour où vous avez le sentiment que vous apprenez plus, ok, on s'en parle et vous allez autre part, j'ai pas de problème là-dessus. Mais J'ai déjà entendu ça. il faut apprendre. En fait, il faut se nourrir, il faut apprendre. Donc, je fais ça. Et puis, une année où là, j'étais peut-être un peu plus chaud que d'habitude. Je fais 5 maisons dans l'année. Mais j'étais célibataire, j'avais ma moto, je faisais comme je voulais, en fait. Donc, j'arrive dans un premier restaurant, pareil. Et vous avez quel âge à ce moment-là? 22, 23. 5 maisons dans l'année? Ouais. Mais moi, j'attends de vous que vous me disiez qu'il faut prendre son temps, qu'il faut travailler, être dans les pas d'un chef. Et là, vous me dites que vous passez 2 mois dans chaque cuisine. Ben là, en fait, c'était quoi l'idée? Ben non, en fait, ce qui se passe, c'est que le contrat était pas respecté. je suis un peu dur pour ça. En fait, j'arrive, on me vend quelque chose, je le fais. La première maison, le chef se fait virer, donc on se retrouve comme ça. Et puis là, pas de chef. Au revoir, j'en fais une autre, presque un peu pareil. Après, j'arrive en Alsace, château de d'Isambourg, à Rouffard. Là, en cuisine, l'ambiance était particulière, donc je dis bon, c'est pas la peine. Et puis après, j'arrive à Châteauneuf-sur-Loire. Et à Châteauneuf-sur-Loire, là, j'ai un patron qui m'embauche et qui vend le restaurant avec sa brigade. Et je tombe sur des nouveaux patrons extraordinaires. En fait, lui était né en parfum. Et son rêve, il était un peu âgé, le monsieur, il avait 80 ans. Et son rêve, c'était d'avoir un tel restaurant. Donc, il rachète la capitainerie à Châteauneuf-sur-Loire. Et puis, il met donc sa femme aussi dans cette histoire. Et puis, l'homme me plaît, on échange bien, mais j'étais très jeune à l'époque. Et je me pique un peu au jeu. Et puis, malheureusement, ce monsieur que j'ai beaucoup apprécié et que je côtoie encore ses enfants, décède. Son épouse me dit, écoutez Christophe, je vais être obligé de vendre le restaurant, c'était le projet de mon mari mais pas le mien. Donc qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui dis, écoutez, moi j'ai un rêve, c'est de travailler pour Alain Ducasse. Et donc cette dame, par ses connexions, me fait écrire à Alain Ducasse, donc j'envoie mon CV, elle écrit à Alain Ducasse et elle me recommande auprès d'Alain Ducasse. Et Alain Ducasse, très très intelligent, me dit, écoutez, j'ai pas de place aux 3 étoiles. On se parle de Monaco? Ouais, pour le 15 à l'époque. Donc là, on est les 1987. Mais par contre, j'ai 2 choses à vous proposer. Soit le grill, ou soit vous faites l'ouverture du Grand Hôtel à Saint-Jean-de-Luz. Comme j'aime bouger, je dis, écoutez, je fais l'ouverture du Grand Hôtel à Saint-Jean-de-Luz avec un chef qui s'appelle Bruno Cirino. Alors, on va ouvrir ce chapitre. Mais avant, il faut quand même qu'on dise quelque chose, chef, parce que j'ai fait quelques interviews de chefs, mais j'ai rarement entendu cette histoire d'un chef qui dit « ça ne me convient pas, et ça ne me convient pas, et ça ne me convient pas », alors même qu'il est à un âge où, bon, jusqu'à preuve du contraire, il a encore quelques trucs à apprendre. Vous avez quand même une idée assez nette et rapidement de ce que vous attendez de la vie en cuisine. Ouais, exactement. Ouais, mais c'est un peu paradoxal parce que depuis le début, vous êtes quelqu'un qui est respecté. On sent qu'il y a un code, qu'il y a des valeurs, la valeur travail, l'honneur par rapport à votre papa, tout ça. Et en même temps, il y a quand même un truc qui dit, attends, moi je fais pas ça. Et 0 compromis quand même. Ouais. Mais en fait, c'était ce que j'avais appris à travers mes parents. C'est aussi ça, c'est le respect du travail. C'est le respect de plein de choses, en fait, de certaines valeurs qui sont fortes pour moi. Oui, mais on sent que vous, justement, vous les imposez à des gens qui, à cet âge-là, hiérarchiquement et en termes d'expérience, sont plus que vous, normalement. Donc même si vous avez la raison, même si vous savez que vous êtes du bon côté de l'histoire, souvent, à cet âge-là, on baisse la tête et puis vous transigez pas, quoi. Non. Alors et ça m'a porté chance. Donc tant mieux pour moi. Mais je les explique, en fait, quand vous avez un patron que vous faites 1 mois et puis au bout d'1 mois, vous lui dites... Bon, c'est pas ce que j'attendais, je vais partir. Et le gars, il dit, si tu pars, je te paye pas. Je dis, c'est pas grave. Oui, l'argenterie, là. Je la prends.
Et j'étais un peu fou, hein. Et j'étais un peu senior, je venais du rugby. Je venais d'une école de justesse, en fait, vous voyez. Et en fait, pour moi, c'est important. La parole est importante. Ouais. L'engagement est important. Et j'ai eu la chance très tôt de savoir à peu près ce que je voulais. Et puis après, je rencontre des grands chefs. Et là, c'est plus pareil. Et donc, vous donnez en tout cas votre parole et vous y allez. Vous partez du coup. Ouais. À Saint-Jean-de-Luz, je descends donc Orléans, Saint-Jean-de-Luz, ouais, Pays Basque. J'arrive à un endroit magique, hein, le Grand Hôtel, extraordinaire. Donc Bruno Cirino, qui avait été placé par Alain Ducasse dans cette place. C'est la première fois que je voyais une cuisine aussi belle. Ouais. Magique. Et puis Bruno Cirino. C'est, je pense, le premier qui m'a appris l'exigence sur le produit. Il est d'une exigence folle. Il est sans compromis. Pour qu'on le comprenne, ça, parce que on a l'impression que n'importe quel chef qui a n'importe quelle ambition est forcément exigeant sur le produit. Vous le voyez, ça se traduit par quoi à ce moment-là? Bah moi, c'est la première fois que je vois un chef prendre sa voiture, traverser la frontière, planquer des jambons Rabugo qu'on n'avait pas le droit d'importer à l'époque sous ses sièges de voiture pour servir le meilleur jambon possible à ses clients. Ouais. C'est la première fois que je vois des bars vivants dans un vivier. Mais il était jusqu'au boutiste, c'était incroyable, incroyable. Et donc, super équipe. Que des gars qui sont maintenant chefs ou propriétaires. À l'époque, on était tous des fous furieux. Mais la grosse équipe aussi, non? Ouais, on avait Frédéric Robert en pâtisserie, qui était l'exécutif chef du groupe, après qui est devenu l'exécutif chef du groupe Ducasse en pâtisserie. Michel Dussault, Alain Soliveres, enfin, tu te retrouves avec des caïds, quoi. Mais du monde aussi, non? Une grosse brigade. Une grande brigade, non? Pas tant. Pas tant, on était 10. Ah oui. On était une dizaine. Donc ça restait familial. Ça restait assez équipe. Créer des liens et de faire une team. Ouais. Et d'ailleurs, on est toujours plus ou moins en contact avec cette époque-là. Hein. J'ai gardé des amis de cette époque-là et on est toujours en relation. Et donc là, il nous apprend une cuisine extraordinaire, merveilleuse, avec un attachement sur le produit dingue. Et qui se traduit par quel genre de tonalité, qui va jouer sur quoi cette cuisine? Au-delà effectivement de cette exigence farouche, enfin sans compromis pour le produit, c'est quoi la partition? La partition, c'est de revisiter le patrimoine culinaire du Pays Basque, à sa sauce à lui. Et franchement, ce qu'il faisait, c'était vraiment extraordinaire. C'était vraiment chouette. Malheureusement, c'était d'un coût trop élevé. Donc, il se fait remercier rapidement. Il y a un chef qui arrive pour faire l'intérim derrière. On finit notre saison, voilà. Et en fait, l'année d'après, il reprend le Château Eza, à Es-Village. Et donc, une grande partie, si ce n'est la majorité de l'équipe, le rejoint au Château Eza à Es-Village. Ouais. Et là, on est sur un paradoxe parce qu'on a un chef qui se fait remercier parce que justement, il a l'envie, et une envie qui coûte trop cher. Mais néanmoins, son équipe, c'est un super laboratoire puisque si vous le suivez, quelque part, c'est normal aussi parce que vous, la rentabilité du lieu, à cette époque-là, c'est pas votre affaire du tout. Ouais. Mais ça fait école. Ouais. Nous, en fait, on est impressionné par son exigence de qualité. Et son savoir. Ouais, vous parliez de faire les choses à sa sauce. En l'occurrence, on se parlait là, juste avant de ce déménagement, d'une cuisine et d'un patrimoine qui est la cuisine et le Pays Basque, en l'occurrence, qui est très riche. Ah oui. Et en produits et en spécialités, donc il y a une vraie empreinte. C'est quoi sa sauce? C'est quoi son regard? Par où il rentre, lui, dans ces cuisines-là? Et qu'est-ce qu'il va continuer à écrire dans cette nouvelle adresse? Par exemple, un plat moi, dont je me rappelle très très bien, c'était un chipiron farci. Donc, traditionnellement, au Pays Bas, c'était avec une piperade, tout ça. Et lui, en fait, décide de le faire avec une farce de légumes, plus les tentacules, plus des dés de pain de mie sautés, plus des herbes. On cuit le calamar dans un bouillon de homard. On sort le calamar, on lui rattache des tentacules. Avec comme ça, on le refarcit dedans. On le met sur une grille. On le nappe blanc. Et après, en fait, on fait un mélange de ciboulette, œufs de homard et tout ça, et on vient poudrer le calamar comme ça. Donc il sort, il est transformé, le calamar, et en dessous, c'est une parfaite sauce à l'encre maîtrisée. Et voilà, ça c'était un des exemples de la cuisine de Cirino. Attention, là on parle des années 87, quelque chose comme ça. Hein.
C'est un peu comme quand Maximin a sorti son Robert Laffont. Là, tout le monde prend une grande claque. Cirino, c'était ça, sa cuisine, les carrés d'agneau, pareil, marinés. En fait, il faisait un agneau, on faisait un carré d'agneau. Le carré d'agneau, il avait 5 jours de marinade, filmé au contact, pour que la chair soit parfumée avec les épices, avant d'être rôti, pour qu'il ait un parfum de méchoui. Alors, et là, je trouve un gars où je me dis, waouh, il va loin. Je dis ça beaucoup. Ouais. C'était dur, hein, c'était exigeant, c'était dur, mais on apprenait tellement. Et en fait, alors il avait un problème un peu de transmission, ce Cirino. Il fallait plus lui voler qu'il nous transmettait. Mais en fait, on était quand même subjugués par ses capacités. Ouais. Donc, on fait Château-Eza. Et là, je me retrouve avec une grande partie de l'équipe de Saint-Jean-de-Luz. Et puis, c'était saisonnier, le Château-Eza. Donc, moi, je rencontre mon épouse à cette époque. Voilà. Et donc, je décide de rester à Nice. Et je dis à Bruno Cirino, mais voilà, cet hiver, faut que je travaille. C'est bien fréquenté Nice à l'époque. Ouais. Parce qu'on se parlait d'un. Ouais. Et donc, j'atterris chez Maximin. Et ouais, voilà. Voilà. Et Maximin qui ouvre le théâtre. Le théâtre de Sacha Guitry. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais incroyable. Et quand Ça, c'est post-Negresco. Ouais, post-Negresco. Et donc, j'arrive au théâtre, dans cette ambiance, alors, un peu plus folle et un peu plus nombreuse au point de vue cuisine que ce que nous, on était dans nos petites équipes, au Château-Eza. Château-Eza, on devait être 6-8 en cuisine, 3 en pâtisserie, ou quelque chose comme ça. Et là, j'arrive dans une brigade un peu plus costaud quand même, parce qu'il y avait le gastro, le bistrot et le traiteur. Ouais. Donc, on était pas loin d'une vingtaine. Et où se situe la folie? Jacques Maximin, c'est un grand monsieur, le Napoléon des fourneaux. En fait, Maximin, c'est un cuisinier d'instinct. Alors, c'est paradoxal parce que c'est un grand maître de la cuisine. Le gars, il connaît l'Escoffier par cœur. Enfin, voilà, j'ai beaucoup de respect pour monsieur Maximin. Mais c'est aussi, d'un seul coup, en plein service, c'est une brigade qui switch d'un poste à l'autre. Parce qu'il faut les donner un coup de main. Donc, moi, je suis pas habitué à ça. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais je m'attache à l'humain. Sanguin, non? Oui. On va dire ça comme ça. Ouais, entier. En fait, c'est quelqu'un d'entier. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui ne supporte pas que vous fassiez mal. Ça, c'est pas possible dans sa tête. C'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour son métier, pour ses clients, et en fait, qui est complètement engagé. Et donc, Maximin, on découvre le personnage, quoi. Maximin qui arrive devant le théâtre avec sa mini break en bois, là, et qui la gare, qui la gare pas d'ailleurs, qui jette les clés au voiturier, puis qui vient en cuisine, et on fait plein de choses avec lui, c'est merveilleux. Ça dure 1 année. J'apprends beaucoup. Je côtoie des grands professionnels aussi. Et là, en fait, j'avais mon équipe du Château-Eza qui était partie rejoindre les équipes de Ducasse au Louis XV. Et en fait, j'appelle un de mes copains d'époque, avec qui on avait fait Saint-Jean-de-Luz, et je dis voilà, s'il y a une place qui se libère au Louis XV, tiens-moi informé, ça m'intéresse vraiment. C'était mon premier rêve. De quoi il est nourri justement ce rêve? Il faut en parler parce qu'Alain Ducasse forcément a une empreinte dans votre histoire, parce que vous allez y passer du temps dans son sillage. Alors Alain Ducasse, à cette époque-là, il commence à marcher sur l'eau et on parle de lui comme un des représentants. Avant, il y avait les figures, il y avait les Bocuse, tout ça, et de cette génération-là, il incarne cette nouvelle garde extrêmement médiatique. Les étoiles commencent à tomber, ils commencent à se multiplier aussi, c'est cette époque-là. Qu'est-ce qui vous fascine chez lui? Qu'est-ce qui vous donne envie, en tout cas, d'entrer dans ses cuisines? En fait, moi, ce qui me parle, c'est en tant que cuisinier, quand vous allez boire des canons le soir, vous rencontrez forcément des copains et vous échangez et ils vous parlent de ce qu'ils font en cuisine, des moyens qu'ils ont, de l'exigence et tout ça. On se dit waouh, super quoi. C'est la première fois que j'entendais un gars qui prend un canard, qui le flingue, qui le coupe en morceaux, qui fait un jus avec un canard entier. C'est une époque. C'est une époque, quoi. Puis, il est quand même médiatisé. Et puis, moi, c'était un rêve secret depuis longtemps. J'avais lu pas mal d'articles sur lui. J'avais vu quelques plats dans des magazines et tout ça. Et je savais que ça me correspondait, en fait. C'était une cuisine cuisinée, saucière, avec des bases classiques, mais revisitées. Et c'était pour moi ce que j'aimais faire, en fait, à cette époque-là. En échangeant avec Michel Dussault, avec d'autres gens avec qui on était avant, je savais que ça allait m'intéresser. Et eux me racontaient leur expérience où c'était merveilleux, quoi. 21 en cuisine, 6 stagiaires, des moyens incroyables, une rigueur incroyable. Et je me dis, c'est ce que je voudrais faire. Et donc, j'appelle mes potes et mes potes me disent, il y a une place qui va se libérer, donc t'as rendez-vous avec Alain Ducasse demain après-midi.
Ok. Et donc là, je fais l'interview avec Alain Ducasse qui me Quel plaît. âge avez-vous à ce moment-là? 23 ans. 24. Et lui, il en a pas le double, mais... Il a 10 ans de plus. Oui, c'est ça. Et on a 10 ans d'écart. Ouais. Donc je rencontre Alain Ducasse dans l'aquarium, en pleine cuisine, là. Aux yeux et vus de tous les cuisiniers autour de moi, je fais, oh là là. Ça va, j'avais quelques copains dans la brigade, donc on se connaissait. Il me dit, ok, et il me dit, bon, il me dit, t'as fait tous les fous de la Côte d'Azur, il me dit, y a pas de raison que je t'embauche pas. Il me dit, par contre, je te laisse le dire à Jacques Maximin. Et donc, le soir même, voilà, enfin, je prépare un peu mon speech parce que, bon, Jacques Maximin, il nous impressionnait quand même, hein, il est toujours impressionnant, Jacques. Ouais. Donc là, je lui dis, le lendemain, parce que j'ai pas osé lui dire le soir même, je suis Il va y avoir un retour de casserole. ouais, voilà. Et donc, le lendemain, je lui dis, et là, bon, ça se passe pas très bien. Je lui dis, chef, ma décision est prise, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se joue là à ce moment-là quand ça se passe pas bien? C'est quoi ce truc? Il y a un truc d'orgueil, il y a un truc d'appartenance, il y a une déception d'avoir donné, de pas pouvoir... Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça, c'est-à-dire que mais quand on est jeune, ça, on le comprend pas très bien. On le comprend après quand on devient responsable, sous-chef, ou choses comme ça. C'est aussi l'engagement qu'on a eu vis-à-vis d'un cuisinier, à le former, à le faire monter. Et on le voit qu'il part. Alors après, il sait pourquoi je pars. Il a aussi, il y a sa part de responsabilité également. Ah. Voilà. Et je lui dis, bah écoutez, chef, voilà, j'ai pas d'autre choix. Et donc ça se passe. Et là, je fais 3 ans et demi au Louis XV. J'étais chef de partie chez Maximin, j'arrive 3e commis au Louis XV. Ah oui. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Parce qu'un jour, ça paye. Moi, j'ai toujours cru que le travail payait. Un jour ou l'autre. C'est un peu une histoire de montagne aussi. Vous changez de versant, vous visez plus le même sommet, et donc le camp de base, il est plus forcément à la même altitude. Exact. Et il faut accepter parfois de repartir Ouais, mais c'est pas... encore une fois, c'est dans cette quête d'apprendre. De me nourrir, de progresser, voilà. Donc j'arrive commis au Louis XV, premier poste à Broche. Donc, je sais pas si vous connaissez la cuisine du Louis XV avant. La Besse Giraudot, 8 anneaux, rampe de gaz, 2 gros barbecues, vous mettez 5 kilos de charbon de bois. Et là, les premiers services, c'est dur. Hein. My God. Ouais, c'est dur. Ah ouais. C'est dur, mais c'est voilà, je retombe avec des copains avec qui on était aussi à Saint-Jean-de-Luz et au Château Eza. Donc je me fais ma place. Le chef de l'époque aussi me donne ma chance. Il m'accompagne. Je fais 3 ans et demi merveilleux. Hein. Elle ressemble à quoi la vie à ce moment-là? Parce que vous êtes jeune, vous avez rencontré votre épouse quelque temps avant, mais là vous êtes H24 en cuisine. On y est beaucoup. On y est beaucoup, mais c'est une bonne ambiance. C'est une très bonne ambiance d'entraide, de camaraderie, d'exigence et puis d'appartenance. Vous faites partie de l'écurie? Voilà, et quand j'arrive, c'est en janvier, c'est juste avant le Michelin. Boum, il va choper ses 3 étoiles. Il prend ses 3 étoiles. Ah oui. Et là, tu fais, my God. Je suis là où il faut être. Ouais, enfin. Ah ouais. Enfin voilà, et donc il y a toute cette émulation qui va se faire. Comment c'est vécu ce moment-là? Parce que pour Alain Ducasse, il le raconte avec à sa manière, mais c'est quand même quelque chose. Ces 3 étoiles à cet endroit-là, c'est un marqueur, c'est une charnière, c'est une validation qui est déterminante. Comment vous la vivez, vous qui êtes à l'intérieur à ce moment-là? Bah nous, on est fiers du travail qu'on a accompli. Ouais. Ducasse est très fier aussi du travail qu'on a accompli. On est aussi le premier palace à avoir 3 étoiles Michelin. Hein. Mais c'est aussi quelqu'un qui à un moment se dit, nous on n'est pas là pour faire de la cuisine d'hôtel. Lui il a vraiment son envie de faire restaurant. Il se trouve que c'est dans un hôtel, mais c'est ce que je disais souvent quand j'étais à l'abeille. Je disais c'est un restaurant dans un hôtel. Oui voilà. Je disais, nous on n'est pas un restaurant d'hôtel puisque le restaurant d'un hôtel par définition c'est la brasserie. Ouais. Hein, c'est ce qu'il y avait au télé. Lui il faisait sa table, il faisait sa cuisine. Et... Non mais faut se rappeler des moyens qui ont été déployés. La salle, c'était impressionnant. Hein. C'était un tissu d'Iran fait d'une seule pièce cousue, la vaisselle Bernardo fait sur mesure. Enfin, tout était avenant. 15 variétés de pain, tout fait maison à l'époque. C'est n'importe quoi. Quand on regarde rétrospectivement les choses, aujourd'hui, on ferait plus du tout les choses comme ça. Non, c'est une aberration de consommation, de surconsommation. Il avait besoin, je pense aussi, de c'est marquer. Une époque, c'est une époque. Ouais, il fallait marquer à l'époque. Et donc, c'est la surenchère. Ah oui, c'était incroyable. Les clarifications de consommer de homard au corail de homard. En tant que cuisinier, tu dis, wow. Ouais.
extra. All-in, aucune limite. Voilà, donc je fais 3 ans et demi, je sors comme chef de partie du Louis XV. Entre-temps, j'ai eu une fille avec mon épouse, Camille. Donc j'étais le seul chef de partie qui avait un enfant à l'époque. Hein. Ah ouais. Ouais, j'avais 24 ans, 25 ans. Donc je fais 3 ans et demi, puis après il y a un changement de chef. Et je voulais pas faire partie de l'équipe qui allait rester subir le nouveau chef. Ouais, Non. la page devait se tourner. Oui, voilà. Et Qu'est-ce donc, que vous avez vu d'Alain Ducasse à ce moment-là Qu'est-ce qui s'est imprimé en vous quand vous le voyez intervenir en cuisine? je me rappelle très très bien d'une émission de télé filmée où il devait vider une volaille, préparer une volaille jaune des Landes. Et là, t'avais la caméra et t'avais toute l'équipe autour de lui, hein, toute la brigade, qui regardait s'il allait se rater ou pas. Et là, Alain Ducasse vide la volaille, il sort tout en une seule fois. Et là, t'as tous les cuisiniers qui font respect. Voilà, donc Alain Ducasse est d'une exigence rare, mais il a jamais vraiment quitté. Il a quitté peut-être le piano pour cuisiner, mais intellectuellement, il l'a jamais quitté. Ah oui, non, bien sûr. Et il a Il a toujours jamais été pris véritablement en défaut. Non, et C'est il ça. a toujours eu cette vision. En fait, ce qui m'a beaucoup impressionné chez Ducasse, c'est la réflexion du pourquoi, comment, avec quels moyens. C'est-à-dire que quand on voulait changer quelque chose, c'était OK, est-ce que tu peux le faire pour 45 couverts? Oui, alors tu peux changer. Si tu ne sais pas le faire pour 45 couverts, on ne change pas. Parce que lui, il part du principe que, en fait, tout le monde doit être servi à l'équité. Et pour lui, c'était très, très important, ça. Et ça, c'était une grande leçon d'Alain Ducasse. C'est-à-dire de réfléchir à un changement de plat, mais jusqu'au bout. Comment il va être servi? Est-ce que ça va être assez chaud? Est-ce que le temps de la découpe est intéressant? Est-ce que, vous voyez? Il a déjà ça. Parce Ah que quand il parle encore aujourd'hui, et c'est un élément de langage même qui répète à l'envie, la juste température, le juste plat, le juste assaisonnement, le juste... Vous faites bien. ce truc. Mais Il avait déjà ce ça. truc, voilà. Il avait déjà ça. De l'équilibre global, en fait. En fait, c'est le premier chef, pour moi, qui pense le restaurant dans sa globalité. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, bien sûr, l'art de la table, c'est une évidence. Mais de l'accueil, de l'uniforme, de la façon de transporter les plats. Le premier à avoir un plateau long, très très long, qu'on portait sur l'épaule comme ça, plutôt qu'un plateau comme ça. Il savait combien d'assiettes vous pouvez mettre par plateau. Ce qui est super dur avec lui, c'est qu'il vous amène constamment à réfléchir. Ouais, tout est pensé. Tout est pensé. Et le hasard est très rare. D'ailleurs, il est flippant parce qu'il connaît le moindre truc de ces moindres lieux, de la anse de la tige, du truc, de la tasse de thé à la latte de parquet. C'est le seul chef que j'ai connu comme ça, avec cette exigence. Vraiment, et jusqu'au boutiste. Hein. Ouais. Après, d'une dureté incroyable. Hein. À l'époque, au Louis XV, ça rigolait, mais vraiment pas du tout. Ouais. Il passait dans la cuisine le matin, il regardait comme ça, même s'il a qu'un œil. Il voit très très bien, et il sent la cuisine vraiment. Et il regardait, il passait, il appelait son chef, il disait ça va pas, ça va pas. Lui, là, s'il continue, il va aller à la campagne. On savait qu'on avait la chance d'être là. Hein. Parce que quand vous rentriez dans son bureau, il y avait une pile de CV haute comme ça. Vous saviez très bien que vous aviez la chance d'être là. C'était des contrats de 3 mois, renouvelables. Ah ouais. SBM. C'est éjectable. Voilà. Donc, on était vraiment tous super fiers de porter le maillot, puis on était exigeants envers nous-mêmes et on savait que voilà, c'était aussi une façon de progresser pour nous. Et bien sûr, là vous êtes dans la grande équipe, quoi. Voilà. Tout le monde, quand on se parle là, tout le monde dit c'était le Real Madrid, c'est ça, mais c'est ça à ce moment-là. Ah, exact. Parce que tous les chefs qui en sont sortis, moi quand j'y étais à l'époque, c'est David Ollani, c'est Carlo Cracco, c'est Michel Dussault, Alain Soliveres. Moi j'ai pas connu Jean-François, il l'a fait après moi, il est plus jeune Jean-François. Enfin c'est du Jean-François Piège, c'est des gens comme ça. Hein. Ça rigole pas du tout. Hein. C'était la Dream Team. Donc je fais 3 ans et demi. Au bout de 3 ans et demi, j'avais déjà ma fille nouveau chef arrivant. Je préférais partir et voilà, j'avais fait le tour. C'est quand même un délire, hein, pardon, mais vous dites ça très normalement parce que de fait c'est votre histoire et vous la connaissez, mais vous passez du temps, vous parlez de votre fille à cette époque-là qui est toute petite que vous venez d'avoir, vous êtes à Monaco, vous allez à Honfleur, enfin je veux dire c'est des vies qui changent et un quotidien qui change, une famille qui se déplace, c'est pas rien quand même à chaque fois ces histoires-là. Alors moi j'ai de la chance, hein, mon épouse est extraordinaire. Depuis le départ, elle connaît les règles du jeu.
Et elle m'a toujours accompagné, toujours soutenu. Moi, je voulais avoir des enfants aussi parce que ça fait partie de ma vie. Hein. Et donc Camille qui est arrivée, qui est niçoise. Ouais, de fait. Ouais. Et là, on arrive à Honfleur, gros déménagement. À l'époque, ça m'a coûté 12 000 francs de déménagement. C'était quelques économies qui sont passées là-dedans. Ça se passe moyennement. C'était parce que, bon, peut-être un choc thermique aussi. Hein. Et donc, je fais une année et en fait, Bruno Cirino recherchait du monde pour le Royal Monceau. En fait, il avait été au Vernet. Il avait eu deux étoiles, je crois, au Vernet, ou en devenir de 2 étoiles. Et en fait, les propriétaires sont les mêmes que le Royal Monceau. Et donc, il lui demande de reprendre le Royal Monceau. Et donc là, plus grosse équipe et tout, et il fallait qu'il étoffe sa brigade. Et donc j'arrive au Royal Monceau, mais là je fais pas la même bêtise que j'ai fait en Fleur. J'y arrive tout seul, chez un copain qui avait une chambre avenue Kléber, voilà. D'accord, donc on laisse femmes et filles. Voilà, je laisse tout le monde en Fleur. Et puis je fais 3 mois à Paris pour voir si vraiment ça allait me plaire. Ça me plaît. Donc là, on rapatrie toute la famille, on redéménage. Nanana. Au début, on arrive dans un petit appartement dans Paris. Puis je me rends compte que ça va pas le faire dans Paris même. C'est pas pour moi. Et on arrive à Chatou. Donc appartement, Chatou, tout ça, mais un cadre de vie qui me correspond plus. Là. Enfin voilà. Et donc mon épouse arrive avec Camille, tout ça. On s'installe. Et puis je prends la responsabilité du garde-manger froid du Royal Monceau. Mais à l'époque, le garde-manger froid, c'était vous faisiez la viande, les entrées, les buffets et tout ça, et plein de choses que je ne connaissais pas en fait. Oui. Faire des chaufs-froids de saumon fumé, faire des chaufs-froids de volaille. Donc toujours dans le même esprit, hein, c'est d'apprendre, de me nourrir. Intéressant, pas forcément les mêmes volumes non plus, parce que là pour le coup. Rien à voir. Mais je retrouve Cirino. Ouais. Donc il y avait ce côté garde-manger qui était pour moi où j'apprenais beaucoup, qui n'était pas une passion, mais en fait je trouve ça intéressant de faire des belles pièces bien décorées, de se creuser un peu le cerveau pour savoir comment je vais les présenter et tout. Et puis on retrouve la cuisine de Cirino avec les tripes à la niçoise, avec les pieds paquets, et tout ça en plein Paris, donc c'était assez drôle. Hein. Et puis au bout de 3 ans et demi, pareil, j'avais fait le tour un peu de la question, je pouvais pas progresser beaucoup plus. Et là j'ai un appel d'Alain Ducasse. Donc il me recontacte, on échange, il me dit voilà, je cherche un sous-chef pour épauler Jean-François Piège qui reprend le 59. Jean-François, on se connaissait pas, mais on avait fait, lui aussi avait fait Cirino, donc on avait quelques liens comme ça. Là, je découvre le 59, alors une maison très dure, 4 niveaux, enfin les chambres froides et tout ça, les colonnes vertébrales, et puis surtout on passait derrière Monsieur Robuchon. Et donc là vraiment, il fallait pas se louper parce qu'on était attendu. Hein. Ducasse qui vient à Paris, il était forcément attendu. Et moi, je faisais partie de la 2e année. En fait, la première année, c'est avec Laurent Gras, où Jean-François était un de ses chefs de parti. Et après, Laurent Gras décide de voguer vers de nouvelles aventures. Et c'est Jean-François qui reprend. Qui prend la première ligne. Et là, là, on se monte en puissance. Hein. Là, avec Jean-François, c'était super hein, parce que c'est dur. Il faut se rappeler le lundi midi, on ouvrait déjà au déjeuner. On avait le samedi, dimanche de repos, mais le lundi midi, tu avais le menu déjeuner. Hein. Et là, super, j'apprends beaucoup avec Jean-François, avec Ducasse, avec tout le monde. Enfin voilà, on maintient nos 3 étoiles, donc voilà, bingo. Mais je savais que c'était une courte mission. Les termes du contrat au départ étaient comme ça, avec Alain Ducasse. Il m'a dit voilà, je te prends comme sous-chef, puis après on verra. Et là, il me propose Spoon. Ah oui, c'est l'arrivée de Spoon. Et là, on se dit mais c'est quoi Spoon? Ouais. Et donc là, on se met avec Alain Ducasse autour d'une table et on parle de Spoon avec Frédéric Vardon, avec voilà. Et là, quand il nous expose le truc, on dit oh, bon, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est novateur. Comment il raconte ce concept à l'époque-là? C'est quoi la vision que vous en retenez, vous? Cuisine multiethnique, pas de plat en ligne. C'est-à-dire, c'est 1 + 2 + 3 égale un plat. Très compliqué pour un cuisinier. Hein. Donc là, un ovni, hein, le truc. Très dur à mettre en place. Très compliqué. Mais super intéressant.
Parce que enrichissant, parce que aussi là je m'ouvre à une autre cuisine. Parce que chaque plat était réfléchi, on discutait, analysé, et puis après Alain Ducasse faisait le choix de ce qu'on allait garder ou pas. Donc testing, on faisait des testings à l'époque au 59 à la brasserie. Avant d'ouvrir Spoon, on ouvre Spoon, la cuisine n'est pas finie, mais c'est pas grave, on ouvre. Des techniques de cuisson, il y avait le wok, la plancha, Ouais. la plaque à snacker, et puis les broches verticales, la petit panier. Mais c'est des inspirations, c'est des ailleurs qui arrivent à ce moment-là, hein, parce Exact. qu'à l'époque, quand on se replace, Ça n'existait pas. Hein. bah non, on est dans une cuisine de tradition quand même, et sur les techniques, Ouais. et sur les produits, et Alors, encore une fois, Ducasse voyage beaucoup, il Ouais. va dans le monde entier, il va à New York. Je pense qu'il voit il voit ça chez Jean-Georges, Monsieur Wong. Il se dit, et sa curiosité, c'est ça, c'est de se dire, putain, c'est quand même pas mal, ouais. on va le faire. Et il se donne les moyens de réussir, ça c'est incroyable. Et donc on fait Spoon, c'est ma première position de chef. Donc là, quand vous êtes chef pour Alain Ducasse, c'est compliqué, hein. C'est pas le droit à l'erreur, mais c'est une très belle expérience. Et puis on a des moyens, des outils de travail aussi qui sont extra. Elle se fait comment la communication quand on dit on n'a pas le droit à l'erreur? C'est quelqu'un qui déplace les gens, Alain Ducasse. C'est quelqu'un qui sait miser à tel moment, qui sait mettre des gens en maturation aussi, qui sait déplacer des gens et pour aller les reprendre un peu plus tard quand ils sentent qu'ils vont pouvoir servir tel projet à tel endroit. C'est une des grandes forces d'Alain Ducasse, moi je trouve. Mais du coup, comment ça se passe dans l'échange à ce moment-là? Parce que lui, il a sa vision. Il a une vision. Alain Ducasse, Il a toujours, oui, tout le temps. De toute façon, il est insupportable pour ça. Hein. Mais il vous donne cette chance. Et vous savez très bien que c'est à double tranchant. C'est à vous de le mettre en musique. Voilà. Mais il vous accompagne. Il vous lâche pas comme ça. ouais. Parce que d'abord, on a la fierté de défendre son nom. Donc il faut pas qu'à travers nous on puisse toucher son nom. Donc on se pique au jeu. Oui. Et puis il vous accompagne et puis il vous donne les moyens. Donc Spoon c'était un laboratoire. Hein. Quand on l'ouvre, c'était un vrai laboratoire. Les ceviches, 1998. Hein. C'était tout nouveau, art de la table métissée, couvert et baguette. J'ai un directeur de salle extraordinaire, Christian Laval, parfait directeur de salle pour ce lieu. On échange, on se bagarre, on se challenge, voilà. Et on se pique tous au jeu. On en vend 5 dans le monde. C'est ça. Et donc on forme les équipes qui viennent Spoon Paris. Et on les forme, et voilà, on fait les recettes. Je fais 2 livres Spoon. À cette époque-là, c'était intense. Vous devez avoir un regard sur vous-même à ce stade de votre parcours où, mine de rien, vous avez commencé à accumuler une certaine expérience. Là, vous devez vous dire, waouh, je suis pas au sommet, mais je commence à le tutoyer en tout cas. Parce qu'il y a eu ces 3 étoiles de Jean-François Piège. Là, vous êtes en première ligne, vous êtes aux côtés d'Alain Ducasse. Quand vous rentrez chez vous le soir, vous devez dire à votre compagne, bon, là, en ce moment, ça envoie. C'est pas rien. On est un peu fiers, ouais. On est un petit peu fiers et puis on se dit encore une fois, le travail a porté ses fruits. Voilà. Il y a eu des années où où j'avais peu de temps. Hein. Déjà 59, c'était intense. Hein. On dormait 4 heures par nuit, 4 heures et demie par nuit. Hein. T'habites en banlieue, fallait prendre le RER. Mais j'ai appris et maintenant je peux mettre en application. Et donc j'ai une équipe avec moi extra, que des jeunes, pas forcément du groupe Ducasse d'ailleurs, hein, mais j'ai des jeunes qui sont motivés, qui ont envie parce que c'est nouveau. Ils sentent bien que ça va être dans l'air du temps, que c'est un truc qui sort des sentiers battus. Enfin, c'est les premières cartes végétaliennes, hein, les pots de céréales, les cocottes blanches aux cocottes vertes. Donc tout à fait nouveau. Et pour un cuisinier, c'est épatant. Hyper stimulant. Ouais. Et donc on réussit notre challenge. Il en vend 5 dans le monde, on les entretient, on place des chefs, et puis au bout de 5 ans et demi, l'hôtel change 2 fois de propriétaire. Il fallait que je justifie avec le propriétaire, et à la fin, je dis au propriétaire, je dis écoutez, vous avez le téléphone d'Alain Ducasse, appelez-le, ça va aller plus vite. Hein. Moi je suis là, j'ai une mission, je dois appliquer la mission, j'applique la mission. C'est tout. Et donc j'appelle Alain Ducasse, 6 mois, j'ai dit voilà chef, bon, régler le truc avec le propriétaire, je dis parce que il me fatigue. Et un jour il me dit mais qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis un jour j'aimerais bien être chef d'un palace. C'est vraiment pour voir un peu. En fait, ce que je trouvais intéressant dans un palace, c'était l'ensemble de ce qu'on pouvait faire.
Voilà. C'est un peu comme lui, avec ses restaurants annexes, c'est des récréations pour lui. Ouais. Et nous, en fait, c'est aussi de se dire, OK, 3 étoiles, mais à côté, tiens, j'ai envie de faire... C'est un paquebot. Il y a plusieurs ponts. Voilà. Et je trouvais ça intéressant. J'avais acquis un peu d'expérience, donc je prétendais à pouvoir y arriver. Il m'appelle un jour, il me dit, tu te rappelles ce dont on a parlé? Je dis, oui, bien sûr. Et il me dit, c'est toujours l'actualité? Je dis, oui, bien sûr. Il me dit, ce sera le Plaza Athénée, ça te va? Là, je fais, waouh. Vous êtes sûr, chef? Oui, oui. OK. Et là, je reprends le Plaza Athénée grâce à Alain Ducasse, derrière Jean-François, qui partait, lui, au crayon. Et là, cette année merveilleuse. Très stressante. Qu'est-ce que vous découvrez quand vous arrivez là-bas? Parce que c'est un temple. Je retrouve un peu le Louis XV. Dans cette vista, dans cette justesse, exigence, moyens aussi. Hein. On avait les moyens, ce qui avait été mis en place. Mais où il est intelligent, il est super intelligent, le chef, pour ça. C'est quelque part, en changeant de chef, il change de cuisine. Et ça, il le fait évoluer. Ah, il le fait évoluer. Il se sert un peu du background de chacun pour pouvoir évoluer, et donc il me fait confiance. Et encore une fois, les testings, on goûte les plats, on échange, et là on apprend beaucoup avec lui. En fait, quand vous êtes chef pour Ducasse, c'est ça qui est chouette, c'est que vous échangez directement avec lui. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc les testings, bah voilà, tu te prends des claques ou pas, mais ça te fait progresser. Et puis Plaza Athénée, c'était merveilleux, merveilleux. Franchement, c'était un des plus beaux restaurants que j'ai eu dans les mains. Le plus beau que j'ai eu dans les mains. Parce que à l'époque, le Plaza Athénée voulait vraiment un Ducasse. Donc on était accompagnés, on avait ce qu'il fallait pour pouvoir réussir notre mission. C'était vraiment comme le Louis XV, c'est-à-dire un restaurant dans un hôtel. On est sur du 3 étoiles là. De toute façon, cette ambition, elle est de rester, de les maintenir, et énorme enjeu quand même, parce que faire l'ascension pour aller les chercher, c'est une chose. Les maintenir, c'est un délire aussi. C'est un gros stress. Hein. C'est un énorme stress. Premier papier qui sort, comment le petit chef du Spoon va pouvoir succéder au grand Jean-François Piège. Oui, parce que Jean-François Piège, à cette époque-là, il est très exposé. Ouais. Il est au top. Jean-François était au top. Donc, premier article, c'est ça. Deuxième chose, Ducasse se dit, je te l'ai pas dit, mais quand tu vas reprendre les cuisines du Plaza Athénée, il y a Arte qui va filmer. Je dis, vous rigolez, chef? Non. Ah, super. Donc voilà, mais encore une fois, un peu d'inconscience de ma part. Encore une fois, je m'investis dans cette mission. Il n'y a pas de compromis. Je connais ma mission, je sais où je veux y aller, et en fait, je suis un peu en mode commando. Vous utilisez vachement ce champ lexical depuis tout à l'heure, et depuis qu'on parle d'Alain Ducasse, en l'occurrence ce côté mission. Vous êtes quelqu'un qui avait un peu chevillé au corps l'idée du positionnement juste. Si ça ne vous va pas, vous dégagez, et là vous parlez en votre nom, et vous êtes capable de vous ériger contre n'importe qui. Mais si vous trouvez juste le positionnement de celui qui peut passer devant ou qui est un peu au-dessus, là vous y allez, et vous y allez comme si c'était pour vous exact. À fond, quoi. Ouais, parce que vous adhérez, quoi. Ouais, j'adhère, et puis j'aime pas le gris, j'aime bien le noir et le blanc. Ouais. Bon, c'est peut-être un peu basique, mais en fait, voilà, j'accepte cette mission. Du moment où j'ai accepté cette mission et que les termes sont respectés, je suis à 200%. Je suis le meilleur guerrier pour ça. Il va être content de vous avoir sous la main, pour le coup. Donc, et en l'occurrence, ces 3 étoiles... On les garde. Ouais. On les garde, je les garde 7 ans. Puis au bout de 7 ans, toujours pareil, hein, il faut que je bouge, il faut que je me rechallenge un petit peu. Parce que 7 ans, c'est pas rien pour le coup. 7 ans, c'est une grosse partie de ma vie. Vous êtes chez vous. Quand vous partez, vous êtes chez vous. Vous connaissez le moindre... Non, puis c'était beau parce que t'avais le personnel du Plaza, encadrant, tout ça, qui presque avait la larme à l'œil que je parte. C'était super émouvant. Quand vous allez vouloir quitter le Plaza, vous avez quel âge? 2010, j'avais un peu plus de 35 ans. Mais je reprends la serre. Avec une mission, c'était de maintenir les 2 étoiles. Vraiment, j'arrive en septembre, mais il fallait maintenir les 2 étoiles.
Mais là, rien à voir avec Alain Ducasse en l'occurrence. Non. Comment Non. bah, là, vous quittez Alain Ducasse aussi quelque part. Ouais, il me place. Je quitte le 3 étoiles. Parrain. Le parrain. Il me place chez la Serre, donc j'accepte cette mission, je la remplis. Autre institution, enfin, je veux dire, c'est... Ouais, alors là, il y avait besoin d'un peu de dépoussiérer quand même, vraiment. Et donc, j'ai un super directeur de salle, Antoine Petrus, et j'ai une super pâtissière, Claire Isler. Et là, on dépoussière la Serre, quoi, parce que là, c'était tombé un peu... voilà. Bref. Et on réussit notre challenge, hein, on faisait un peu trop de couverts des fois. Des fois, c'était un peu trop, mais je veux dire, Ducasse m'avait appris à ça, c'est-à-dire, est-ce que tu es capable de le faire pour 60 couverts, 80 couverts, ok, que ça sorte toujours pareil, que ce soit rigoureux, régulier et tout ça. On arrive avec une petite équipe à maintenir ces 2 étoiles, à les faire briller, à dépoussiérer la Serre. Pareil, la direction, on s'était mis d'accord sur certaines choses et en fait, ils tiennent pas leurs engagements. Donc je décide de partir. Depuis le début, vous cochez les cases. Vous arrivez, vous remplissez vos missions. Si les choses vous conviennent, vous arrivez au bout et c'est concluant. Si les choses se détournent de ce qui était convenu, vous partez. Vous êtes animé par l'envie du perfect, parce qu'il y a un peu de ça quand même. Ouais. Il y a quand même ce truc de, en fait, moi je ne veux pas de tâche dans cette histoire. Exact. Si à un moment ça bug, je lancerai pas en fait. Soit on va au bout, soit on plante des buts, soit moi je sors du terrain en fait. C'est un peu ça. C'est un peu ça. En fait, pour moi, c'est très très important ça. C'est voilà, je suis pas une diva, hein, c'est pas ça. Mais je suis un homme d'engagement. Ouais. Voilà, donc. Vous êtes là pour courir, pour planter des buts, et si à un moment les mecs ils jouent pas le jeu, en fait, vous c'est plus votre match quoi. Voilà. Mais du coup, ça donne un parcours qui est sans concession et qui est fait de soit désolé, j'en serai pas, soit je remporte le championnat en fait. C'est ça. Non, c'est une exigence au quotidien, même pour ceux qui m'entourent. Hein. Bah ça j'imagine, oui. C'est compliqué parfois. Ouais. Mais donc je décide de partir de chez la Serre et je reprends le Shangri-La à Paris. Ah oui. Superbe hôtel. L'hôtel est pas assez connu, mais l'endroit il est magnifique, le bâtiment, une histoire merveilleuse. Enfin voilà, tout va bien. J'ai un directeur général qui me donne les moyens de pouvoir réussir ma mission. Donc c'était d'avoir 2 étoiles à l'abeille. J'arrive, mais le chef d'avant, Philippe Labbé, avait été remercié au mois de juillet. Moi, j'arrive en janvier. Donc, première année, 1 étoile. Je dis, ok, c'est pas grave. Je dis, les garçons, on a 1 an pour avoir 2 étoiles. Une année, on a 2 étoiles. Voilà. Je récupère une équipe de salle, en fait, avec Joseph Desserpris, qui était un de mes chefs de rang de l'époque du Plaza Athénée. Mathias Ménard, mon chef sommelier, qui travaillait avec moi chez la Serre. On monte une équipe de salle comme je la voulais. Voilà, au service des clients, dans la gentillesse, dans l'accompagnement, dans la maîtrise des réservations. C'est-à-dire que chaque client, quand il avait mangé, on imprimait son menu, on le gardait en mémoire, comme ça, quand il revenait, on pouvait lui faire du sur-mesure. Ça, c'est l'exigence Ducasse. Ouais. Et donc, on monte ce restaurant en puissance, ça devient une très très belle, je pense, une belle adresse à Paris. On a des clients habitués de plus en plus. Et malheureusement arrive le Covid. Non, mais alors là, juste avant qu'on rentre dans cette parenthèse, sans grand intérêt, puisque de fait, ça bloque un peu tout le monde, il y a quand même quelque chose qui est significatif à ce stade de votre histoire, c'est que vous dites, vous avez des lieutenants là, qui viennent et qui vous suivent. Alors, c'est plus difficile de parler de soins que de parler de ceux qu'on a suivis, en essayant de les définir et de comprendre ce qui a pu nous plaire chez eux. Mais vous, à ce moment-là, à ce stade de votre carrière, vous vous êtes fait un nom à Paris, en France. Les gens viennent pour vous, les gens vous suivent comme vous. 15 ans auparavant, vous en avez suivi d'autres. Pourquoi, selon vous, ils vous suivent à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait votre approche? Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent? Là, vous avez commencé à parler de valeur, de rapport aux clients et tout. Qu'est-ce qui vous définit, selon vous, à ce moment-là, et qui fait que les gens viennent pour vous? Parce que là, il n'y a pas d'Alain Ducasse, il n'y a plus rien. C'est pas tout ça, c'est pour vous qu'on vient. Le respect de l'humain. En cuisine? En cuisine, en salle.
j'ai très très vite eu la chance de comprendre que avant tout un restaurant c'est une équipe et que tout seul on faisait pas grand chose. J'ai toujours essayé au maximum, je pense, de respecter l'humain. Ah, mais vous avez travaillé avec des furieux quand même, qui Ouais. eux devaient frôler l'irrespect, si je peux. Ouais. Pour parler. Et en fait, ça a été ma première exigence quand j'ai été chef. Je me suis dit, je vais pas dupliquer ce mauvais côté. Je veux pas faire ça. C'est pas comme ça que je conçois mon métier. C'est pas dans la souffrance qu'on a le meilleur de quelqu'un. C'est dans l'accompagnement, dans l'intelligence, dans le partage. Je suis tous les jours dans mes cuisines. Ouais, mais comment vous faites pour porter les enjeux? Parce que ça, on a tous. On a tous envie de souscrire à ce discours. Mmh. Évidemment que la dureté, l'exigence qui conduit parfois à la violence, elle est indéfendable et c'est pas souhaitable. Néanmoins, il faut quand même avouer que quand on a une pression sur les épaules, qui plus est quand on a des propriétaires, qu'on n'est pas chez soi, qu'on a des enjeux financiers, waouh, en cuisine parfois ça tend forcément. Donc c'est compliqué de rester zen et de miser sur ce que vous dites, sur la bienveillance et tout ça. En fait, la démonstration, moi j'ai toujours dit, une démonstration vaut mieux qu'un grand discours. Donc je suis vraiment presque tous les jours dans mes cuisines à fond. J'essaye d'expliquer un maximum à mes gars ce que j'attends d'eux, ce pourquoi je peux ne pas être content. Si je sens qu'un service ça dérape ou comme ça, en fait très très vite je vais sortir la pièce. C'est-à-dire je vais enlever mon chef de partie ou comme ça, je vais aller le faire. Ou je vais envoyer mon sous-chef le faire pour que le chef de partie soit accompagné, qu'il soit sur le côté. Je suis à l'écoute de mes équipes souvent, le plus souvent possible, mais je suis aussi dans l'exigence. Hein. C'est pas le monde des bisounours, hein. Mais ils savent qu'il y a j'essaye d'être juste. Ce qui est le plus dur dans la vie, c'est d'être juste. Essayer de faire la part des choses. Et j'essaye vraiment de capitaliser sur ça. Pour moi, c'est important. C'est-à-dire que je ne manque pas de respect à mes équipes. Ils me manquent pas de respect non plus. Je les écoute, j'échange avec eux, j'essaye de les amener plus haut. Votre plus grande fierté, c'est quoi? C'est pour moi, en tout cas, ma plus grande fierté, c'est des jeunes que j'ai eus dans mes brigades et qui sont maintenant des chefs extraordinaires. Ça, c'est une grande fierté. Un Kei Kobayashi, un Jocelyn Herland, un Dominique Laurie, et puis d'autres qui sont maintenant chefs une étoile ou chefs entrepreneurs. Et c'est en fait... on a une part de responsabilité, mais on a aussi une grande satisfaction de savoir ça. Et que ces garçons, en fait, on les a fait évoluer, on les a fait grandir, on les a amenés à ce niveau d'exigence. Alors, il y a des jours, c'est plus facile que d'autres. Hein. Il y a des jours, je peux m'énerver, voilà, où je peux crier. Ça m'arrive pas si souvent que ça. De toute façon, je serai toujours intransigeant. C'est-à-dire que la qualité, c'est ce que je veux. Le respect de mes clients, c'est ce que je veux. Je veux pas mentir à mes clients. Je veux qu'on les soigne et peu importe leur niveau financier. Et ça n'existe pas pour moi, ça. C'est un client. Et un client, on le respecte. Là, on se parle des valeurs et votre cuisine, puisqu'on en arrive au stade où on va se mettre un petit peu entre parenthèses, mais votre cuisine à ce stade, elle a dû se façonner un petit peu, parce qu'on a parlé justement des gens que vous avez suivis, que vous avez accompagnés, qui vous ont missionné. Là, à ce stade où vous déployez vous, elle se dessine comment cette cuisine? La base, c'est le jus et la sauce. Ça, ce sera toujours, parce que pour moi, c'est notre ADN de cuisinier français. Mais après, il y a des points d'exotisme, puisque Spoon. Donc, on peut très bien utiliser une pâte de curry, qui a rien à faire, on va dire, dans la cuisine française, mais pour moi, va amener quelque chose. C'est l'époque du shawarma-mushi. Les voyages au Japon, quelques échanges, le travail sur les algues, le côté végétalien. En fait, très, très, très tôt, Spoon m'a guidé sur cette cuisine un peu végétale, qu'on avait un peu en Méditerranée, hein, qui est une cuisine à base végétale, vraiment. Mais là, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que tous les restaurants que je reprends, j'impose des plats végétaliens. C'est-à-dire que je veux que dans mes cartes, il y ait des plats végétaliens. Parce que un restaurant est un espace de liberté pour un client. Vous faites une table de 5-6, vous les connaissez pas forcément tous, vous connaissez pas leur régime alimentaire. On doit essayer de composer dedans. Et il y a toujours, moi je dis toujours, c'est plus facile de l'anticiper, parce que, en fait, si on amène cette réflexion, le cuisinier sait ce qu'il a à faire, le maître d'hôtesse sait ce qu'il a à vendre, et le client sait ce qu'il a à choisir, ce qu'il peut choisir. Donc c'est organisé. En fait, ça aussi, c'est un des trucs que j'aime beaucoup, hein, c'est organiser le truc. C'est-à-dire essayer de l'anticiper. Anticiper ce genre de truc pour que ce genre de plat, ce choix ou comme ça, de façon à ce que quand ça se présente, ça soit naturel. Ouais. C'est plus facile.
Après, si vous devez compter sur l'intelligence d'un cuisinier, c'est moins évident, vous prenez plus de risques, c'est moins maîtrisé. Si vous l'avez anticipé, voilà, il y a les process, boum, voilà, c'est fait. En fait, on construit un peu son disque dur, on dirait maintenant, son ADN, à travers Maximin, Cyrino, Ducasse, Spoon. Et en fait, je fais une cuisine qui est contemporaine, avec plein de petits détails étrangers, importés, sur des algues, sur des épices, sur des choses comme ça, mais en ayant une trame quand même, somme toute, assez classique. Parce que c'est une cuisine qui me plaît, hein. Je suis assez chauvin, hein, cocorico, donc je défends la cuisine française aussi, mais elle est pas statique. Ouais. Elle ne doit pas être figée. Ouais, il peut y avoir des entrants, c'est-à-dire qu'il peut, le clin d'œil ou la chose qui peut l'amener ailleurs sans la trahir. Sans la trahir, ça me convient parfaitement, et c'est peut-être un détail de ma cuisine, ouais. Peut-être. Ouais, c'est que vous n'avez pas du tout envie de faire autrement pour le coup, et que vous ne voyez pas pourquoi vous passeriez là. Non, je veux dire, une épice merveilleuse, ça te sublime un plat. Ouais. Ça ne doit pas passer au-dessus, mais ça peut te sublimer. J'aime pas trop avoir plus de 4-5 goûts dans une assiette, parce que après c'est compliqué pour les analyser. Moi, en tant que client, j'ai du mal, donc je me mets à la place de mes clients, je me dis, on va pas chercher ça. En fait, moi je dis, c'est simple, mais pas simpliste. Moi, ce que j'aime, c'est dans la cuisine, c'est que ça soit simple, lisible, et que ça soit pas simpliste. C'est-à-dire que derrière, on se dit, il y a un truc là, je sais pas ce que c'est, mais waouh, c'est pas mal. Et c'est ça que je cherche toujours, en fait, à créer une surprise. La cuisine, ça doit être comme ça. Ouais, ça va vous provoquer, c'est de l'émotion, c'est de la sensibilité. Ça, c'est la manière dont vous construisez l'expérience de votre table, oui. Donc avec du relief, de l'aspérité. C'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère que. Ouais. Non, je veux pas que ce soit comme ça. Vous voyez, ça c'est. On va s'ennuyer. Voilà. Il faut qu'il y ait des surprises. C'est-à-dire que là, par exemple, en ce moment, on fait un amuse-bouche. C'est des lentillons de champagne qui sont très très bons. C'est une petite lentille qui est un peu douce, un peu sucrée. Mais je me suis dit, cette lentille, ok, elle est intéressante parce qu'elle est locale, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit surprenant? Et donc on l'a travaillé avec de la chicorée, un gel anisé, et en fait, ça lui donne un twist complètement différent. Et les gens redécouvrent le lentillon de champagne. Ouais. Je suis pas prétentieux en disant ça. C'est juste que voilà, ma cuisine, ça va être ça. Ça va être essayer vous la voyez arriver, elle est lisible, elle est normalement compréhensible. Hein. Puis il y a toujours un truc qui fait ah oui, quand même. Voilà, il y a un truc. Voilà, si on fait un agneau. L'agneau, il va être souvenir de Cyrino, il va être mariné 4-5 jours dans les épices avant de le rôtir. Puis à côté de ça, je me rappelle que je suis paysan. Ok, donc l'agneau c'est bien, les abats on en fait quoi? Enfin, c'est devenu une réflexion permanente sur ça. Et on va faire une caillette avec les abats de l'agneau, parce que la baie d'agneau c'est merveilleux, le rognon, le foie, c'est voilà. Mais si je les présente comme ça dans l'assiette, ça peut être rébarbatif. Alors que si j'en fais une caillette avec des herbes, voilà, ça lui donne une autre dimension. Et c'est intéressant. C'est comme le pigeon. Avant, le pigeon, c'était un gibier. Maintenant, c'est devenu une volaille, on va dire. Hein, mais à l'époque, le pigeon était un gibier. Donc, quand je fais un pigeon, je fais souvent une rôtie d'abat. Ah oui. À la façon d'une bécasse, vous voyez. Parce que je trouve que ce goût puissant, avec le pigeon, ça marche merveilleusement bien. Cette cuisine qui s'est dessinée là, du coup, de fait, elle se met sur pause avec le Covid. L'aventure parisienne s'arrête là. Oui, on va dire ça comme ça. Enfin, je remets en route l'hôtel quand même, hein, parce que j'avais des équipes. Ils décident de fermer l'abeille, donc on se met d'accord avec le nouveau directeur général. Et donc je décide de venir dans une maison où on est attaché, en tout cas, à un certain art de vivre à la française. Et en fait, je me rends compte qu'au fur et à mesure de mon parcours comme ça, je suis quand même attaché, pas à un patrimoine, mais à des maisons qui ont une âme. Vous voyez ? Et c'est des choses que j'aime beaucoup, ça, en fait. Moi, je suis un passeur d'histoire, hein, parce que après nous, il y aura quelqu'un. Avant nous, il y a eu quelqu'un. Mais j'aime, en fait, ces maisons qui sont habitées. Donc, les crières vous appellent? Les crières m'appellent. C'est une évidence pour vous d'arriver ici? C'est une institution dans cette ville, dans cette région. C'est une maison étoilée qui a été habitée pendant une quinzaine d'années, je crois, par Philippe Mille. Bien sûr. Il y a C'est un beau challenge. Ouais. Encore une fois. Ouais. Et alors là, vous dites quoi? Bon, écoutez, on va encore repartir. Alors non, là, mes enfants sont grands maintenant. Ils ont fait leur vie, ils sont mariés.
Ils sont en place, comme on dirait. Mais j'en parle quand même à mon épouse, qui me supporte depuis 36 ans. Première chose que je demande, c'est est-ce que j'ai carte blanche? On me dit oui. Je dis ok, je vous réponds demain. Et donc là, je mature, je réfléchis, j'échange avec mon épouse. Je lui dis voilà, parce que c'est un choix de vie différent. Hein. Christine est restée à Paris, elle a un super boulot à Paris, et donc voilà, elle est restée à Paris. Moi, je vis la semaine ici et je la retrouve le week-end, ou elle vient me voir le week-end. Donc ça se passe très bien, il y a pas de souci, parce que elle me connaît. Ouais. Elle sait comment je suis animé. C'est même chouette comme mode de vie, c'est autre chose. C'est agréable. Ouais. C'est agréable parce qu'on se retrouve pour le bon. Enfin, que pour le bon côté. Enfin, voilà, on a envie de se retrouver, de vivre ensemble. Et puis après, elle le sait. Elle sait très bien que je vais être engagé. Que si je suis engagé, elle va pas me voir beaucoup. Elle l'accepte, elle est extraordinaire. Et j'ai beaucoup de chance. Et donc, j'arrive au Crayère. Donc, Philippe Emile avait fait un super boulot. Donc, j'arrive derrière. Enfin, je prends la suite. Et puis quelle année? Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an. Ouais, c'est ça. Mars 2024. Voilà. Ça se fait assez rapidement, ça se met en place. Les discussions sont un petit peu longues, mais après ça se met en place rapidement. Les équipes? Une grande partie est partie avec Philippe ouvrir son restaurant, ce qui est logique. Hein. Voilà, donc j'arrive moi avec une équipe de 2 personnes. Donc là, il faut y aller, quoi. Oui. Mais j'ai la chance. En fait, c'est des personnes qui avaient travaillé avec moi avant, soit chez La Serre, soit au Plaza Athénée, donc qui me rejoignent, qui deviennent mes adjoints, qui j'ai toute confiance et qui me connaissent parfaitement. Comment vous envisagez du coup, maintenant que vous, votre cuisine, forcément, vous la connaissez, vous savez ce qui vous parle et où vous voulez aller, néanmoins, vous êtes au milieu d'un territoire qui a une identité très forte. Reims, c'est pas rien pour la gastronomie, pour la Champagne évidemment, pour le Champagne évidemment. Enfin, comment on débarque dans un territoire aussi marqué? En fait, d'abord, on vient vous chercher pour votre ligne culinaire. Donc je vais. Il faut qu'elle épouse quelque chose quand même là. Voilà. Parce que là, vous arrivez dans une maison. Bon. Ouais, donc je garde ma ligne culinaire et après on étudie ce qui se passe autour, ce qu'il y a comme produit. La première année, ça a été faire le tour de tous les producteurs, de voir un peu ce qu'ils étaient capables de faire, la qualité de ce qu'ils avaient, comment on pouvait se mettre en relation, leurs conditions de travail. Enfin voilà. Malheureusement, premier printemps, il pleut énormément l'année dernière. Donc les maraîchers d'ici, ils perdent beaucoup de leur récolte parce que ça coule avec la pluie et le froid. Donc c'est pas grave, on avait d'autres systèmes, voilà. Mais j'écris ma ligne de conduite de la cuisine. En fait, voilà, je pense simple mais pas simpliste, dans une cuisine qui est un peu différente que Philippe. Philippe étant une cuisine un peu plus détaillée que moi, je vais garder ma ligne en fait. Ma ligne, c'est le goût. Et je vais pousser à l'extrême ça. Et ça passe par quoi? Ça passe par les jus, des sauces. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cuisiniers qui vous disent moi le goût. Non, mais en fait c'est jusqu'au bout. C'est-à-dire que voilà, la carotte, elle doit être la meilleure du monde. J'ai pas besoin de faire un jus de carotte centrifugé pour la glacer. La carotte, elle doit être bonne. Donc c'est trouver le bon paysan qui est capable de m'avoir cette carotte là. Et la chance que j'ai, c'est avoir un carnet d'adresses de fournisseurs depuis le temps que je travaille, qui sont des partenaires. Ouais. Parce que je veux avoir le choix. En fait, pour moi, le choix, c'est super important. Et donc, la cuisine qu'on écrit, c'est une cuisine un peu différente, pas forcément sur le terroir local. Je le découvre petit à petit, le terroir local. Et vous avez l'ambition qu'il infuse votre cuisine tout de même, ou pas nécessairement? Je ne peux pas me limiter. Je suis pas ultra locavore. C'est pas ma démarche. Ma démarche, c'est d'avoir le meilleur produit français au meilleur moment. Ça, c'est vraiment important pour moi. Je suis pas forcément attaché à faire du storytelling autour de ça. Je vais être attaché à la qualité du produit. En fait, c'est le produit qui va décider. Après, l'histoire de la Champagne, ce qui m'intéresse, c'est le travail avec le vin. Donc, c'est avec le sommelier, chercher des accords, faire des trucs des fois un peu bizarres. C'est-à-dire qu'on va faire, la dernière fois, on a fait infuser on a cuit le Saint-Pierre en infusion de champagne. Et on s'est dit,
C'est très intéressant, ça amène une grande acidité, mais comment je vais contrer cette acidité du poisson? Donc on est parti après sur des algues pour arriver à enlever un peu ce côté-là. Mais c'est plus dans ce sens-là qu'on va chercher des expériences. Je travaille avec des fournisseurs locaux qui font des choses très très bien, hein, voilà. Mais il faut qu'ils fassent très bien. Quelque chose me dit qu'on n'y est pas encore. Mais il y a du progrès, mais on n'y est pas encore. Voilà. Quand vous vous projetez, vous voyez comment, vers où vous avez envie d'emmener ce lieu, cette cuisine, et vous, finalement? Comme je vous disais, moi, je pense que les crayères existeront toujours. Et heureusement, parce que c'est un endroit magique, enfin, on est tous fiers de travailler ici. Je veux juste qu'ils brillent. Je veux juste que, voilà, on parle des crayères avec un peu d'émotion. Et mon but, c'est d'instaurer une cuisine de base française, vraiment profondément française, avec toute cette petite subtilité de quelques touches étrangères, d'épices, ou de légumes oubliés, ou de techniques de cuisson oubliées, et que les crayères brillent, quoi, simplement. Et puis aussi que mes équipes soient fières de ce qu'ils servent, de ce qu'ils font en cuisine, des efforts qu'ils font, parce qu'ils font des efforts, hein. Faut pas rêver, les gamins, c'est pas le bagne, hein, heureusement, c'est pas ce qu'on veut, mais ils savent qu'ils ont pas beaucoup de latitude. Si c'est pas comme je pense qu'il faut, ça va pas sortir, ça va retourner. Donc ça, et c'est l'exigence aussi que je veux leur inculquer, qu'ils soient fiers de leur travail, qu'ils apprennent aussi, et qui après deviennent aussi des porte-parole, des gens qui vont instruire, les équipes qui vont avoir. Parce que moi, j'ai eu cette chance, en fait, qu'on me transmette, qu'on m'apprenne mon métier, et maintenant, c'est ma mission, c'est aussi ça. Mais vous avez eu combien d'étoiles, vous? Je sais pas. J'y pense, là, mais j'y pense en pensant à ma question. On peut être parfait? Parce que je me pose la question en vous écoutant, là, selon vous. Est-ce qu'on peut être parfait? Non. Y tendre, oui. En fait, c'est une école un peu d'exigence et de rigueur, mais tout en étant agréable. On sait que ça va être apprécié si on le fait parfaitement, vous voyez? Et puis, on va être en conscience. Pour moi, ça, c'est important. On sera jamais parfait parce que la perfection n'est pas humaine, hein. On sera toujours imparfait, mais essayons d'être le plus parfait dans l'imparfait. Ma dernière question, elle va pour celles et ceux que vous avez évoqués. On a commencé forcément par parler de vos parents, puis de votre épouse, puis de votre fille. Vous avez plusieurs enfants? 2. 2 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Parce que c'est une carrière que vous avez menée avec une espèce d'endurance. C'était compact, ça s'est pas trop arrêté cette histoire. Il y a des chefs qui ont des moments de creux, il y a des chutes. Vous avez quand même maintenu une espèce de constance. Alors je dis pas qu'il n'y a pas eu des moments difficiles, forcément. Il y en a. Bien sûr, il y a toujours des moments difficiles. Mais globalement, vous êtes un peu un marathonien. Et vous avez des gens qui vous accompagnent, qui sont là lors des ravitaillements. Vous les croisez forcément. Quel regard vous portez sur eux et sur votre entourage aujourd'hui? Le parcours n'est pas fini, hein. On n'est pas encore à la ligne d'arrivée. Oui. Et encore, on sent qu'il y a encore, il y a encore un il y a peu encore d'énergie. des trucs dans les jambes. Mais... D'abord, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance de rencontrer ma femme, d'avoir mes enfants, et j'ai eu de la chance qu'on me confie aussi des projets très très intéressants. Mais votre femme et vos enfants, ils ont compris ces projets? Vos enfants, c'est Ma compliqué. femme, oui. Mes enfants, c'est plus compliqué. À l'adolescence, c'est plus compliqué. Ouais. Mais ce que je comprends, j'étais pas là. Sauf que les week-ends, j'étais là. C'est-à-dire que j'ai toujours privilégié ma famille le week-end qu'autre chose. Alors, je fais pas partie d'associations diverses de cuisiniers parce qu'en fait, pour moi, le week-end, c'était uniquement ma famille parce que c'était très, très important pour moi. C'est mon équilibre, en fait, hein. Donc, j'ai mis plus de temps que les copains et de chefs, certainement, parce que aussi, pour moi, cette part-là est vraiment importante. Quand ils étaient jeunes, mes enfants n'ont pas compris, mais normal. Voilà. Maintenant, ils le comprennent mieux. Je pense que je suis très fier d'eux aussi, dans leur choix de vie, dans leur implication, dans leur, ils cuisinent. Les deux cuisinent, c'est pas leur métier. Ah. Ils adorent cuisiner, ils sont conscients aussi de la qualité. On leur a transmis ça quand même. Pour moi, c'est important. Est-ce qu'ils ont ces valeurs que vous aviez, que vous-même vous avez un petit peu hérité, qui ont un peu guidé vos premiers pas, de la valeur du travail bien fait, On sent que c'est quelque chose qui vous a habité, vous avez dû le transmettre. Ouais. Ils sont un peu intransigeants, ouais.
C'est-à-dire que Et je me casse. T'es bien la fille de ton père. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, je trouve qu'ils font des bons choix, donc je suis vraiment content et heureux pour eux. Et après, moi, tout seul, j'aurais pas fait grand-chose si j'avais pas eu mes équipes, hein, parce que j'étais un peu, exigeant. Et j'ai la chance d'avoir eu des équipes merveilleuses et de pouvoir remporter mes challenges grâce à eux. Et j'en suis conscient, je le sais très bien. Hein. Et des deux côtés, hein, que ce soit cuisine ou service. Hein. Un restaurant, et ça c'est encore un enseignement, mais un restaurant c'est une équipe, vraiment. C'est de l'accueil téléphonique au départ, au voiturier. Tout ça, ça fait partie de l'équipe. Donc c'est pour ça que si vous n'avez pas d'équipe, ça vous est très dur de réussir. Moi j'ai la chance d'avoir des équipes qui me suivent. Et puis d'arriver peut-être à fédérer aussi les équipes par l'échange, par le dialogue, par le respect de l'humain, mais aussi en les maintenant éveillés. C'est-à-dire que je suis capable de changer un plat comme ça. De bousculer un peu les choses. Je veux pas qu'on s'installe dans une routine. La routine, pour moi, c'est assez négatif, en fait. Hein. La routine, ça devient l'ennui. Je suis trop jeune pour ça. C'est ce que j'allais dire. Vous l'avez jamais vraiment connu, c'est pas vraiment votre genre. Non. Je veux qu'on reste éveillé. Voilà. Et ça, c'est important. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. Je ne sais pas quel effet vous laisse cet échange, chers auditeurs, chères auditrices, mais moi je suis sorti touché par ce récit du chef Christophe Moret. Touché par son engagement. Un engagement total, sans zone d'ombre. C'est avec ou sans lui. Et finalement, au fil du récit, soit il embrasse, soit il laisse, mais rien n'est à moitié. Et partout où il reste, il accomplit la mission. Car longtemps il y a eu ça dans chaque journée, accomplir la mission qu'on lui avait confiée. Comme un soldat 3 étoiles, il y a d'ailleurs un mot pour ça, on dit général. Bras armé d'Alain Ducasse, pour lui, il a relevé les challenges, tenu des propositions inédites ou maintenu des institutions au sommet. Et quand on discute avec Christophe Moret, on sent qu'il n'a peut-être jamais vraiment scié. Dans ces moments-là, on sent qu'on s'est appuyé sur lui, avec la certitude qu'il ne pourrait pas lâcher. Car il est de ces blocs qui ne peuvent se renverser. Maintenant, en revanche, c'est en son nom qu'il doit s'exprimer, et l'homme n'est plus si monolithe. On sent qu'il s'interroge, qu'il creuse, que le domaine des crayères va lui offrir l'occasion de trouver son trait. Pas comme un statut définitif ou un épitaphe de cuisinier, mais plutôt comme l'aboutissement d'un marathon, quand finalement le temps et les étapes ont disparu et que la foulée devient sienne, naturelle, qu'elle va, sans le dire, plonger pour se nourrir en soi. Traversant les filtres, rebondissant sur Nice, Saint-Jean-de-Luz, Monaco, évoquant le Plaza ou le Royal Monceau, mais finalement pour raisonner avec Christophe Moret. Merci, chef, pour votre accueil et pour cette parenthèse si délicate en votre domaine. Merci à vos équipes aussi pour leur bienveillance, leur professionnalisme et pour leur écoute aussi, car désormais, où que j'aille dans les brigades ou en salle, j'ai le plaisir de trouver parmi vous de fidèles auditeurs et auditrices. Merci, bientôt ce sera votre tour de passer devant ce micro. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'oubliez pas, chers amis, de laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. C'est essentiel pour moi, ça permet de faire découvrir ce podcast et surtout les histoires de celles et ceux qui me les confient. Lundi, mercredi, vendredi, vous le savez, 3 fois par semaine, on a rendez-vous ici. Alors à très vite, prenez soin de vous, cuisinez, allez chez Christophe Moret et parlez à la table d'à côté de votre podcast préféré. Salut!